Les FJ2 et FJ3 Fury sont des exemples frappants de la manière dont une idée ambitieuse peut conduire à la chute d'un avion. Au cœur de cette histoire se trouve l'emblématique F-86 Sabre, un design qui, à bien des égards, faisait allusion aux complexités qui allaient émerger dans l'aviation. Initialement destiné à améliorer les capacités de ciblage des pilotes lors des combats aériens, le Fury n'a finalement pas répondu aux attentes, devenant si inefficace que la marine s'est retrouvée à reléguer l'avion au corps des marines. Tout a commencé avec des intentions prometteuses. La marine, consciente que ses chasseurs à aile droite n'étaient pas à la hauteur du rapide MiG-15, a cherché à adapter ses avions existants au lieu de lancer de nouveaux projets de chasseurs au milieu du chaos de la guerre de Corée. Saisissant l'opportunité d'innover, la marine, en collaboration avec North American Aviation, a proposé une variante navale du F-86 Sabre nouvellement introduit. L'objectif principal était de limiter les modifications au minimum, permettant un déploiement rapide dans la flotte. Les efforts de conception ont débuté le 29 mai 1951, avec pour objectif immédiat d'assurer la compatibilité des transporteurs. Malgré les craintes que la conception de l'aile rapide n'entrave le contrôle à basse vitesse, la marine était convaincue que les défis pouvaient être gérés efficacement, ce qui la conduisait à croire que tout irait bien. Leurs pilotes d'essai ont découvert que le F-86A avait en fait une vitesse de décrochage inférieure à celle du F-9 F-5 Panthé, qui était à l'époque la pointe des chasseurs de service de la marine. Une vitesse de décrochage plus faible ne se traduit pas toujours par un contrôle plus facile à basse vitesse, mais nous y reviendrons plus tard. L'adaptation a commencé avec le lancement. Premièrement, des brides de connexion pour catapulte étaient nécessaires, car un sabre ne pouvait pas décoller tout seul. Une jambe de force de train d'atterrissage avant plus grande et plus solide a été installée pour amener le sabre dans la bonne attitude de vol après avoir été catapulté sur le bord du pont. La porte du train d'atterrissage avant est passée d'un ensemble articulé en deux pièces à un ensemble monobloc. Pour atterrir, un crochet d'arrêt déployable en V a été installé sur l'arrière du fuselage. Les tests sur les porte-avions entraîneraient une augmentation de 8 pouces de la largeur de la voie du train d'atterrissage sur les avions de production afin d'améliorer la stabilité directionnelle. Une barrière de protection, une barrière de collecte et un pare-choc arrière rétractable qui se déplaçait avec le train d'atterrissage ont également été installés. L'autre écart significatif par rapport à l'Air Force Sabre concernait la doctrine tactique. Alors que l'Air Force se contentait encore de tirs rapides et de mitrailleuses fiables de calibre 50, la marine était presque entièrement passée au canon de 20 mm en 1945 et 1946. Ainsi, avant que l'Air Force ne commence ses propres essais de canon sabre dans la valve du pistolet, la marine a demandé son nouveau Fury avec 4 canons Mark 12 de 20 mm, chacun avec 180 cartouches. Le M12 était une arme respectable mais pas particulièrement impressionnante. Il était basé sur le canon d'aviation hispano-suézien de la Seconde Guerre mondiale et utilisait un obus relativement léger pour atteindre une vitesse initiale élevée de 3300 pieds par seconde et une cadence de tir raisonnable de 1000 coups par minute. Ce n'était cependant pas un armement exceptionnellement fiable, et il avait une réputation de blocage qui se répercutait sur le Crusader, qui, je crois, était le dernier nouveau chasseur à en être équipé si l'on exclut les premiers Corsair II. L'installation est assez fascinante. Contrairement aux sabres à valve de pistolet et aux sabres Hog ultérieurs, les armes du Fury sont dans le même plan vertical, les unes devant les autres. Le passage au M12 a augmenté le poids des canons de l'installation de 372 livres à 405, mais la cartouche légère de la Navy 20x110 a permis de garantir que le poids global du système reste cohérent. La marine avait déjà mené des tests approfondis sur des systèmes comparables et avait décidé que le 20 mm était environ 3 fois plus efficace que le 50 cal. La batterie du Fury était ainsi jugée 2 fois plus efficace que celle du sabre en termes de puissance de feu. Sinon, nous avons affaire à un avion entre un Dash E et un Dash F sabre. Il y a eu une modification mineure au niveau de l'aérodynamique. Les dièdres de l'empennage ont été supprimés. Ils ne correspondaient donc plus à l'angle des ailes. La verrière diffère également. Le bas de la structure de l'auvent s'incline vers l'avant.
permettant à l'auvent de rouler sur les rails en position fermée. Le rail de la verrière du sabre est droit car il était généralement fermé avant le décollage. Le Fury avait une version Force J47 pesant 6000 livres, soit 800 livres de plus que le F86E. Il avait la queue entièrement volante et le viseur radar A30, mais avec le viseur Mark 16 Mo 2 de la marine au lieu du Sperry A1CM de l'Air Force. Lorsque les dernières modifications destinées à être utilisées sur un transporteur, y compris les ailes repliables hydrauliquement et la verrière modifiée, furent ajoutées, le Fury pesait environ 1000 livres de plus que le F86F. Le poids à vide était de 11 800 livres. Le F86E pesait 10 555 livres. La masse au décollage était de 18 800 contre 17 800, soit environ 5% de plus. Ayant un besoin critique de chasseurs plus rapides, la marine en a acheté 200 avant même que le premier prototype puisse voler. Les essais sur les porte-avions ont été menés entre octobre et décembre 1952 sur le Midway et le Corals, qui possédaient les plus grands ponts. La maniabilité à basse vitesse de l'avion n'était pas aussi bonne que ce que la marine espérait. Le train d'atterrissage renforcé n'était toujours pas suffisamment solide et le crochet d'arrêt n'était pas suffisamment amorti. Il a tendance à sauter par-dessus les câbles lors de l'atterrissage. Les pilotes d'essai ont rapidement décidé que le Fury n'était tout simplement pas adapté au déploiement d'une flotte. Aucun des problèmes n'était véritablement insurmontable, mais les tests d'armement ont révélé qu'il était peu judicieux d'envoyer le FJ-2 Fury en mer. Il y avait deux problèmes avec la configuration du FJ-2, l'un était résoluble, l'autre non. Le Fury n'a pas souffert des difficultés d'ingestion de gaz d'artillerie qui affligeaient de nombreux chasseurs modernes, mais le premier défaut découvert lors des tests concernait l'éjection des obus. La conception originale expulsait simplement les douilles de tir du canon de l'arme dans le courant d'air. Cela a entraîné une cascade d'obus s'écrasant contre les surfaces des ailes et de la queue. Bien qu'elle ne constitue pas une menace pour l'avion, l'aile du sabre a été méticuleusement construite pour maximiser le flux d'air. Les bosses ont rendu difficile le maintien des performances de haut niveau. Nord-Américain a reconstruit le bas du fuselage pour accueillir un collecteur pour les douilles de balles. Les tests se sont poursuivis, prouvant que l'accumulation de gaz dans le conteneur était contrôlable et le problème a donc été jugé résolu. Nous pouvons maintenant passer à l'idée étonnante qu'a eue le responsable de projet du bureau de l'aéronautique lors de la conception du Fury. Les canons de presque tous les chasseurs à réaction sont pointés directement vers l'axe de roulis de l'avion. Lorsque le pilote commence à tracer les jets pour suivre une cible, le point de visée se déplace plus profondément en dessous de l'axe de roulis. Tout cela est tout à fait normal et les pilotes ont appris à modifier leur point de visée à l'aide de modifications du viseur du pistolet. Les armes du Fury étaient physiquement positionnées dans le fuselage de manière à ce que leur point de visée soit directement sur l'axe de roulis de l'avion pendant que le chasseur tirait 3 jets à 500 nœuds et 50% de charge de carburant. Une enquête minutieuse a indiqué que toutes les batailles aboutissaient à ce type de tir, économisant de nombreuses heures de formation de pilotes et améliorant les capacités de destruction de MiG du Fury. Il était également vrai que dans le cas étrange où un pilote n'était pas dans un virage 3G à 500 nœuds avec 50% de carburant restant, la visée deviendrait plus difficile. Le point de visée était non seulement bien en dessous de l'axe de roulis, mais il se déplaçait également d'une manière qui ne pouvait être prédite que si vous pouviez calculer rapidement les mathématiques d'un corps en rotation dans votre cerveau en utilisant peu de données. Même lorsque les premiers rapports des pilotes d'essai sont arrivés, le bureau a refusé de reconnaître que leur idée n'était pas seulement brillante, mais aussi un énorme problème. Pour prouver leur argument, les pilotes de la marine ont établi une stratégie consistant à tirer sur des cibles en forme de drapeau. Les résultats étaient clairs. Essentiellement, le Fury était une plateforme d'armes incroyablement médiocre pour autre chose que la courte portée. À l'intérieur de 600 pieds, c'était désagréable, mais faisable. Un pilote qui obtiendrait 60% de précision sur un ponté obtiendrait 40% de cette portée avec le Fury. Au-delà de ces distances, il s'agissait simplement de pulvériser et de prier. Le bureau a reconnu que les choses n'allaient pas bien. Malheureusement, à ce moment-là, ils avaient commandé les 300 premiers FJ-2. Heureusement, ils ont eu la sagesse de baisser ce chiffre à 200. Malheureusement, c'était parce qu'ils avaient également acheté 538 FJ-3 améliorés en avril 1952.
Le problème était systémique. Pour modifier l'angle des canons, les éléments structurels du fuselage avant devraient être entièrement repensés, ainsi que de nouveaux outillages achetés. Cela n'en valait tout simplement pas la peine, même si cela leur laissait 750 avions gravement endommagés. Le corps a acquis tous les FJ-2 Fury à la condition qu'ils ne soient pas adaptés aux opérations de transport. Comme le montre cette photo, non seulement ils pouvaient voyager à bord du navire, mais ils le faisaient à l'occasion. Cette photographie a été prise en 1955 lors d'un voyage médical dans la région de Midway. Outre les difficultés liées au canon, le Fury était un choix populaire parmi les marines. Bien qu'il ne soit pas aussi puissant que le sabre, il représentait une amélioration majeure des performances par rapport au F9 F2 Panthé. Les seules principales préoccupations auxquelles ils étaient confrontés concernaient le système de vol hydraulique et les moteurs, qui rendaient le vol agréable et simple. Les systèmes de commande de vol du Fury et du F-86 étaient irréversibles. Le pilote n'avait aucune connexion mécanique directe avec les gouvernes. L'entretien du système hydraulique était donc crucial. Tout polluant présent dans le fluide hydraulique entraînerait le blocage du système, privant ainsi le pilote du contrôle. Les problèmes du moteur étaient liés au point de connexion des aubes de turbine à l'essieu. Ils avaient tendance à s'envoler dès leur livraison. Ce problème a été corrigé en ajoutant de nouveaux points d'attache plus solides. Tactiquement, le manque de portée du Dash 2 était un problème important. La capacité interne de carburant était suffisante pour décoller, monter à 40 000 pieds, faire demi-tour et retourner à la base. Les réservoirs largables étaient essentiels, mais cela signifiait qu'aucun magasin externe supplémentaire ne pouvait être transporté. Il n'aurait que les canons, et j'ai déjà abordé cette question. Avec des chars, la portée du Fury était de 800 à 900 000. À l'heure actuelle, aucun ravitaillement en vol n'était prévu. Avant les difficultés du canon, la principale préoccupation de la marine et du bureau concernant le Fury était son rapport poussée/poids. Des modifications aérodynamiques devaient également être apportées, à la fois pour intégrer les concepts du programme Air Force Sabre et pour améliorer la maniabilité à basse vitesse. En conséquence, le 5e FJ-2 de production était équipé d'un moteur Wright J65 Saphir capable de délivrer 7700 livres de poussée. Comme de nombreux moteurs de la marine de l'époque, il s'agissait d'un moteur sous licence de fabrication britannique, à savoir l'Armstrong Siddeley Saphir. Il est intéressant de noter que cet avion redessiné était le seul prototype de chasseur que la marine avait l'intention d'acheter en grande quantité. Ils en recevraient finalement 538 en 2 lots. Le FJ-3 ressemblait pour l'essentiel au FJ-2, avec l'ajout d'une entrée d'air plus grande de 3 pouces pour fournir le plus grand débit d'air requis par le moteur plus puissant. Il convient de noter que, même si l'Arinda du Mark V canadien évoque la nostalgie, le Saphir était en réalité plus puissant. Les premiers FJ-3 comportaient la même aile à latte que le FJ-2, mais celle-ci fut rapidement remplacée par l'emblématique LC-3, qui retirait les lattes et allongeait la racine et la pointe pour une meilleure maniabilité à haute altitude. Le bord d'attaque s'affaisse plus que sur les Air Force Sabre, offrant certains des avantages de contrôle à basse vitesse des lattes. Un autre avantage était l'ajout d'une capacité de réservoir de carburant de 124 gallons dans les ailes, ce qui a contribué à améliorer l'autonomie. Les Fury LC-3 disposaient également d'une sonde de ravitaillement amovible, positionnée sous l'aile gauche et s'étendant bien en avant du bord d'attaque. Pour résoudre les problèmes de manipulation transsonique découverts lors des tests, une clôture d'aile a été installée légèrement à l'extérieur de la ligne de pliage de l'aile pour perturber le flux d'air le long de l'aile. À peu près à mi-chemin de la fabrication, 2 pylônes supplémentaires ont été installés sous les ailes, pour un total de 6. Ils pouvaient transporter des bombes de 1000 livres ou des grappes de roquettes. Compte tenu des difficultés persistantes des canons, ils constituaient les principales armes offensives en position d'attaque au sol. Les 80 derniers FJ-3 ont été baptisés FJ-3M et câblés avec des 1.9 et 6 cylindres. 2 pouvaient être transportés sur les pylônes intérieurs et constituaient l'armement principal pour les opérations de supériorité aérienne et d'interception. À certains égards, le Fury me rappelle le dernier Mi-21 F-13, une plateforme de canon médiocre qui s'appuyait fortement sur ses nouveaux missiles capricieux pour son armement principal. Le Fury était un chasseur rapide pour l'époque,
capable d'atteindre 690 000 à l'heure en conditions de combat. Au niveau de la mer, la vitesse d'ascension était de 9400 pieds par minute, mais à la masse au décollage, elle était plus proche de 6750. Le plafond de combat était de 47 000 pieds. En termes de performance, il s'agissait essentiellement d'un F-25 Sabre, mais avec une capacité solaire plus forte et peu de chances de toucher quoi que ce soit avec son énorme armement de canons. Pour faire simple, le travail de peinture est la méthode la plus simple pour distinguer un FJ3 à aile rigide de ses prédécesseurs. Les Fury originales étaient peintes d'un bleu foncé brillant. Les Hardwing FJ3 étaient peints en bicolore gris mouette sur blanc. Le premier Dash 3 quitta la chaîne de montage en décembre 1953, même si les livraisons furent lentes. À l'été 1954, seulement 2 douzaines avaient été livrées, ce qui était juste suffisant pour lancer les efforts d'introduction de la flotte. Cela s'est produit environ 18 mois après la mise en service des Cougar F9 F6. Les F-173 Gester furent le premier escadron à commencer à travailler avec les Fury AL-ALAT en septembre 1954. Ils avaient une certaine expérience des opérations à aile en flèche à bord du Cougar plus tôt en 1954, ils connaissaient donc probablement les concepts opérationnels de base. Le voyage inaugural du F-173 a eu lieu à bord du Bennington en mai 1955. Bennington avait récemment obtenu sa mise à niveau SCB-125, qui comprenait un pont incliné dans les catapultes hydrauliques déjà installées et en faisait une base idéale pour le chasseur le plus performant de la marine. Les premiers FJ-3M embarquèrent à bord du bonhomme Richard en août 1956, aux côtés des VF-2 11 combattant leurs échecs EMA. 19 escadrons de la marine et 4 escadrons de la marine seront finalement équipés de FJ-3 qui, aux côtés du Gros Mahan Cougar, constituent l'épine dorsale des escadres aériennes des porte-avions au milieu des années 1950. Si vous aimez les anecdotes, un FJ-3 a été le premier avion à atterrir à bord d'un supercarrier, atterrissant sur Forrestal lors de ses essais de développement. Il n'est cependant pas resté longtemps en service. Depuis 1958, les supersoniques TG et Crusader l'ont rapidement remplacé en première ligne, reléguant le FJ-3 dans la réserve. Il existait à une époque de changement rapide sur les ponts des porte-avions de la marine. Le Fury a d'abord été embarqué comme intercepteur haute performance doté de capacités de frappe secondaire. Le Fury était 50 mph plus rapide que le Cougar et pouvait monter environ 6000 pieds plus haut. Le taux de montée était environ 50% plus élevé. Les deux pourraient utiliser CD1D dans leurs itérations ultérieures. En faisant cette comparaison, j'ignore clairement le fait que le Fury avait une plateforme de canon faible par rapport au Cougar. Comme c'est souvent le cas, le compromis en termes de performance était l'autonomie. Le Cougar pouvait voler pendant 3 heures, mais le Fury était limité à 1h30 avec du carburant interne et 2 réservoirs. Les deux types pouvaient utiliser le ravitaillement en vol des sauvages du porte-avions, mais le Cougar, plus laborieux, s'est avéré plus utile comme avion de patrouille aérienne de combat et d'avion d'attaque. En conséquence, les escadres aériennes des transporteurs alignaient généralement 2 escadrons Cougar pour chaque escadron Fury. Néanmoins, tous deux sont restés en première ligne pendant à peu près le même temps jusqu'à ce qu'ils soient progressivement abandonnés au profit d'avions supersoniques. Ainsi, malgré ses défauts importants en tant que système de guerre, le Fury a bien servi la marine américaine pendant une rare période de calme. De plus, sa grande capacité acrobatique et sa maniabilité indulgente constituaient une introduction agréable au vol à aile en flèche pour un service coincé dans la voie lente depuis près d'une décennie. L'histoire du Fury avec la marine ne s'est pas arrêtée au FJ-2 et 3. Sa version finale serait également le dernier chasseur de la marine de l'aviation nord-américaine, mais c'est le sujet d'une autre vidéo.